La baisse d'un point du taux d'intérêt des livrets à journée, annonce aujourd'hui le Premier ministre. Le contentieux des euromissiles entre Moscou, Washington et l'Europe, le président Reagan change son équipe de négociateurs, nouvelle proposition soviétique. Le président Mitterrand ce soir au Togo, première étape de sa 3e tournée en Afrique noire. La campagne des élections municipales, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité est bien lourde en ce jeudi soir avec toutes sortes de décisions et d'événements sur le plan français et international, des événements qui nous affectent tous. Et pourtant, je vous propose de réfléchir d'abord à un drame de la mer qui donne la mesure du progrès face à la fatalité. 2 chalutiers français ont fait naufrage hier, l'un au large de l'Irlande avec 10 hommes à bord, l'autre près des côtes bretonnes avec 2 marins. Pour les gens de la mer, c'est le risque du métier, mais ces catastrophes à une époque où la technologie maritime est tellement perfectionnée, où les moyens de prévention et de sauvetage s'améliorent, la mort de ces marins-pêcheurs rejoint la mémoire d'un autre âge. Il n'y a pratiquement plus de chance de retrouver les survivants du Cité d'Alette. À Concarneau, c'est la consternation et la résignation aussi. Il semble que le filet du chaluté se soit pris dans ses hélices. Bilan donc de ces 3 naufrages survenus en 2 jours en mer du Nord et en mer d'Irlande, 2 morts et 11 disparus. L'information du jour en France, c'est le Premier ministre qui l'a donnée par surprise ce matin lors de la cérémonie des vœux à la presse à l'hôtel Matignon. Tout en développant les grandes lignes de l'action gouvernementale pour les 6 mois à venir, M. Mauroy a annoncé que la baisse d'1 point de la rémunération des livrets de caisse d'épargne, baisse révélée par le ministre de l'économie et des finances le 6 janvier dernier, M. Mauroy a donc annoncé que cette baisse était ajournée. C'est moi qui signe les décrets, a-t-il dit aux journalistes, et je n'en ferai rien avant de connaître le bilan des livrets roses. Une décision donc qui peut réjouir beaucoup d'épargnants, mais qui doit plutôt déplaire à M. Delors, dont le bureau exécutif du Parti socialiste avait d'ailleurs hier soir dénoncé l'initiative. Pierre-Marie Thiaville. Oui, vous savez, faire passer le taux des livrets de caisse d'épargne de 8,5 à 7,5%, ça suscitait dans la majorité et sans doute au sein même du gouvernement 2 sentiments bien différents. Un espoir économique et puis une crainte politique. Alors l'espoir économique exprimé d'abord par Jacques Delors était le suivant: l'inflation baisse, moins de 10%, 9,7 en 82. Dans l'ensemble, les taux d'intérêt baissent aussi, au moins pour l'instant. Tout paraît donc concourir à une décrispation de l'inflation et du crédit. On ne voit pas pourquoi les caisses d'épargne resteraient à l'écart. C'était le propos de Jacques Delors le 6 janvier en annonçant cette mesure. C'était une manifestation d'espoir économique. Et puis l'inquiétude politique, surtout exprimée au sein du Parti socialiste et notamment, comme vous le disiez, à la réunion du bureau exécutif hier. L'inquiétude politique, c'est que, avant d'enlever 1% d'intérêt à l'épargne populaire, il faut y réfléchir à 2 fois. D'abord parce qu'on n'est pas absolument sûr que l'inflation va rester faible. Ensuite parce qu'il y a un autre livret, le livret rose. Il n'existe pas depuis longtemps. 16 millions de gens pourraient s'en servir. Jusqu'ici, il n'y en a encore que 2 millions. Alors, avant de changer les conditions de l'épargne, ici ou là, il faut peut-être attendre que les choses se mettent en place, que les gens aient le temps de choisir leur livret. C'était le propos de Pierre Mauroy ce matin. Et il semble qu'il ait convaincu Jacques Delors, qui tenait ce soir, mais à partir de ce soir seulement, à peu près le même langage. Mais aussi, comment ne pas voir aussi, comment ne pas le dire aussi, que même justifié techniquement 1% d'intérêt en moins sur l'épargne populaire, ça ne fait pas plaisir à l'épargnant. Qu'il y a 45 millions de livrets en France, et puis bien sûr, le 6 mars, il y a des élections municipales. Alors la discussion, elle était ouverte depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, la décision reste acquise, mais Pierre Mauroy est décidé à suspendre son exécution, même s'il l'a dit officieusement entre 2 assiettes de petits fours, il l'a dit devant un groupe suffisamment compact de journalistes pour qu'on puisse le croire. Le moins 1% des caisses d'épargne attendra, ça fera sans doute plaisir à beaucoup d'épargnants. C'est tout de même un petit revirement. Alors reste maintenant à savoir si l'opinion préfère un petit revirement qui fait plaisir ou bien une décision même un peu impopulaire mais à laquelle on se tient.
Monsieur Mauroy a par ailleurs confirmé que l'État allait lancer un nouvel emprunt de 4 milliards pour financer les grands travaux. J'ajoute en passant, pour les épargnants et pour les détenteurs de capitaux qui préfèrent l'or, que le lingot a franchi aujourd'hui un nouveau record historique à la Bourse de Paris. Il a coté 104 050 francs très exactement aujourd'hui. Un autre projet gouvernemental mis officiellement au point mort aujourd'hui, les négociations sur l'avenir de l'enseignement privé ne vont pas s'ouvrir dans l'immédiat. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, Alain Savary, en invoquant le butoir des conditions posées par le Comité national de l'enseignement catholique. Le but apparemment est double, donner aux partis en présence un nouveau délai de réflexion et surtout laisser passer l'échéance des élections municipales qui risquaient bien sûr de politiser le débat. Nous reviendrons tout à l'heure à la campagne des municipales avec M. Marchais, qui est notre invité ce soir. Mais passons d'abord à un dossier qui est sans doute pour tous les pays concernés dont le nôtre, le dossier crucial de cette année 83, le dossier du désarmement et des euromissiles. Vous savez que c'est cette année que l'OTAN doit installer en Europe une nouvelle génération d'euromissiles pour équilibrer en principe la force nucléaire dont dispose Moscou sur le théâtre européen. Face à cette échéance et à quelques semaines de la reprise des négociations à Genève et à Vienne sur le désarmement, les manœuvres des deux camps se précisent, ou plutôt Moscou cherche à les accélérer. Le numéro 1 soviétique Yuri Andropov serait prêt à une nouvelle formule de compromis, tandis qu'à Washington, le président Reagan sacrifie son principal négociateur sur les questions de désarmement à l'aile la plus dure de son parti, la plus intransigeante vis-à-vis de Moscou. Le dossier, Édouard Laure et Georges Bortoli. En remplaçant ces deux chefs de délégation en conférence sur le désarmement Genève et Vienne, Ronald Reagan n'a pas seulement cherché à remplacer deux hommes qui avaient été nommés du temps de Jimmy Carter. Il a en tout cas dans un premier temps répondu aux souhaits d'une minorité de républicains ultra-conservateurs qui trouvent que l'Amérique est aujourd'hui encore trop molle vis-à-vis des soviétiques, notamment à Genève. Cela dit, et à plus long terme, Ronald Reagan va sans doute chercher un biais pour relancer ce contact avec Moscou, aujourd'hui complètement dans l'impasse, car il est aussi vrai qu'on peut noter, c'est très perceptible depuis quelques semaines, une certaine évolution dans l'attitude de la Maison-Blanche vis-à-vis de Moscou. Il faut aussi dire qu'un succès personnel de Ronald Reagan, avec en arrière-plan le mot détente, l'aiderait à remonter des sondages de popularité dramatiquement bas. Il faut enfin voir que cette évolution est aussi lié au changement de tête à Moscou. Les Américains entendent bien en profiter et ce n'est sans doute pas une coïncidence si ici à Washington, on commence à reparler de l'éventualité d'un sommet Reagan-Andropov. Effectivement, dès son arrivée au pouvoir, Yuri Andropov a pris l'initiative sur les questions d'armement nucléaire. Première proposition, le 21 décembre, réduisons le nombre des missiles. Deuxième proposition au sommet de Prague, un pacte de non-agression Est-Ouest. Il y a 3 jours, enfin, destruction possible d'un certain nombre de fusées SS-20. Devant ces propositions en rafale, Reagan réagit avec prudence sur le thème « Pourquoi pas, il faut voir ». On le reconnaît à peine, tant il est modéré dans ses propos à l'égard de Moscou, à tel point que les ultra-conservateurs du Sénat froncent les sourcils. Leur vieux lutteur serait-il devenu une colombe de la paix? En fait, tout se joue sur 2 plans. À Genève, des négociateurs américains et soviétiques discutent des aspects précis, techniques de la limitation des armements. Et par-dessus la tête de ces experts de Genève, les politiques lancent de grandes propositions pour impressionner les opinions publiques. Et sur ce plan de l'opinion publique, les propositions Andropov sont très habiles. Il n'empêche qu'elles viennent de s'attirer un nom catégorique de Mme Thatcher, venant après un nom non moins catégorique des Français, non à des propositions qui prétendent interdire l'installation des Pershing 2 américaines en Europe. En Allemagne, le chancelier Kohl approuve cette fermeté de Londres et de Paris, mais il a du mal à la manifester, cette fermeté, parce que dans la période électorale actuelle, eh bien, il est certain que le pacifisme, ça permet de gagner beaucoup de voix en Allemagne. Et d'ailleurs, le rival d'Helmut Kohl, M. Fockel, le social-démocrate qui était ce matin à Paris, a dit à François Mitterrand, eh bien non, les propositions soviétiques, ça n'est pas si mauvais que ça. La preuve pour M. Fockel, c'est que les soviétiques sont prêts à échanger scrupuleusement tête nucléaire contre tête nucléaire et à ne pas compter les forces françaises dans les forces occidentales.
Et le fait que ce soit un Allemand, le candidat social-démocrate au poste de chancelier, qui se disputera le 5 mars prochain, date des élections en Allemagne, prouve à quel point le problème des euromissiles est devenu, dans l'échiquier politique allemand, mais aussi dans l'échiquier occidental, le problème clé. Monsieur Vogel a donc rencontré ce matin le président Mitterrand. Il est l'homme qui fait ainsi accélérer le débat. Son portrait, Michel Meyer. Sur la tribune des rassemblements du Parti social-démocrate, Willy Brandt et Helmut Schmidt écoutent désormais plus qu'ils ne parlent. Ils laissent le podium à leur successeur potentiel, Hans-Joachim Vogel, leur nouveau candidat chancelier. Ancien maire de Munich et récent bourgmestre de Berlin, longtemps situé à l'aile droite de son parti, Jochen Vogel est devenu depuis 3 mois un homme de compromis. Sa mission est avant tout, sans froisser la clientèle ouvrière, d'attirer à nouveau vers la social-démocratie les jeunes pacifistes et écologistes. C'est dire si, vue par les Américains, cette mission peut être une source de laxisme et de concession envers Moscou dans le débat Est-Ouest sur les fusées moyenne portée. À Washington, la semaine dernière, Hans-Joachim Vogel a pourtant tenté de rassurer le secrétaire d'État George Shultz. Il semble aussi qu'il n'ait pas tout à fait convaincu le président américain Reagan de la fiabilité des sociodémocrates de Bonn. Arrivé à Moscou il y a 48 heures, en Allemand conscient des responsabilités historiques de son pays, le candidat chancelier Hans-Joachim Vogel y a été accueilli en ami que l'on soigne et courtise. Chez Yuri Andropov, une entrevue de 150 minutes contre 20 minutes seulement chez Ronald Reagan. Le chef du Kremlin sait que le parti de Hans-Joachim Vogel est prêt à soutenir un compromis dans la question des fusées. Après avoir donc reçu ce matin M. Vogel à l'Élysée, le président Mitterrand est parti pour un voyage de 5 jours en Afrique. C'est la 3e tournée que le chef de l'État entame ainsi en Afrique noire depuis le début de son septennat. Première étape ce soir, le Togo, qui vient de justesse d'échapper à un coup d'État. Sur place à Lomé, Jean-Marc Ilouz. C'est sous le signe de la continuité qu'a commencé en fin d'après-midi ce 3e périple africain du président de la République, accueilli ici à l'aéroport de Lomé par le chef de l'État togolais, le général Eyadema. Continuité parce que les liens privilégiés qui unissent la France à 22 États francophones d'Afrique exigent toujours rencontres et entretiens directs sur le terrain. Rencontre auquel participera pour la première fois aux côtés de François Mitterrand et Claude Chesson, Christian Nucci, le successeur de Jean-Pierre Cot à la coopération. Pour l'Élysée, les 5 jours que le président de la République passera en Afrique de l'Ouest seront d'abord l'occasion de réaffirmer les grandes options de la France, notamment en matière de dialogue nord-sud, c'est-à-dire de relations entre pays pauvres et pays riches. Qu'il s'agisse par exemple d'œuvrer pour protéger de la spéculation internationale les cours des matières premières. Une bonne partie du terrible endettement du Togo est liée à la mévente de son phosphate. Voyage aussi dans des pays pauvres qui ne savent pas toujours résister aux dépenses de prestige, mais après le Togo et puis le Bénin marxiste, c'est au riche Gabon pétrolier que François Mitterrand rendra visite. La France, vous le savez, reconnaît des États, non des régimes, mais parce que c'était aussi aujourd'hui la date anniversaire de l'assassinat de l'un des prédécesseurs de l'actuel chef de l'État togolais. La visite de François Mitterrand ne commencera officiellement aux yeux de l'Élysée que demain, dans une capitale togolaise qui d'ailleurs ne paraît guère troublée par les rumeurs contradictoires de complot qui ont circulé ici ces derniers jours. Manifestation aujourd'hui en Corse, manifestation contre la violence, 1500 personnes à Bastia, 1 millier environ à Ajaccio ont ainsi, sans incident, répondu à l'appel de la CGT et de la FEN. À Bastia, les partis de gauche s'étaient joints à la manifestation. Le point du conflit aux usines Renault. À Billancourt, la grève des peintres se poursuit. Aucune négociation n'est engagée pour le moment. À Flins, en revanche, les discussions direction, syndicats, représentants des grévistes ont repris cet après-midi. La direction a fait quelques petits pas dans le sens des grévistes avec une ultime proposition sur laquelle ils devront voter demain matin. La direction demande une reprise du travail dès demain. L'événement politique ce soir aura lieu sur Antenne 2 dans une vingtaine de minutes puisque Raymond Barre est l'invité de l'heure de vérité. Tout est déjà en place ou presque, vous le voyez. Monsieur Barre ignore toujours l'identité des 3 journalistes qui vont l'interroger, c'est le principe de l'émission.
Vous savez aussi que vous pouvez poser vos propres questions à l'ancien Premier ministre en les téléphonant dès à présent à SVP, dont vous voyez les numéros sur votre écran. La place de M. Barre dans la vie politique française, le rôle qu'il entend y jouer à la lumière de ce qui sera dit ce soir, tel sera le thème du débat qui opposera dans notre dernier journal à 23h15 deux éditorialistes de poids, Alain Duhamel, chroniqueur à Europe 1 et au Quotidien de Paris, et Guy Claes, rédacteur en chef du Matin. Au moment même où son ancien Premier ministre s'apprête donc à faire sa rentrée politique, en tout cas à la télévision, Valéry Giscard d'Estaing fait lui aussi une rentrée en force sur la scène politique. Il sera dimanche l'invité du Club de la Presse d'Europe 1 et il vient d'accorder à l'hebdomadaire L'Express, qui la publie demain en couverture, une longue et bien intéressante interview, Albert Duroy. Dans cet entretien très dense, Valéry Giscard d'Estaing aborde presque exclusivement des problèmes de politique intérieure. Et je voudrais en retenir 3 idées. La première concerne l'opposition. Giscard admet qu'elle ne bénéficie pas actuellement de ce qu'il appelle la baisse de crédibilité de l'actuelle majorité. Il invite les familles de l'opposition à proposer aux Français des solutions nouvelles à leurs problèmes. C'est donc reconnaître que l'opposition aujourd'hui n'a pas de programme de remplacement convaincant. La deuxième idée concerne la gauche. Giscard considère comme probable, après les municipales, des élections législatives anticipées et considère comme probable aussi, dans ce cas, une victoire de l'opposition. Il se dit convaincu que l'actuel président de la République, socialiste, resterait à son poste, mais avec un gouvernement d'une autre tendance. Et il est persuadé que les Français souhaitent ce qu'il appelle la cohabitation. On retrouve là sa vieille idée de décrispation, un terme qu'il avait employé lorsqu'il était à l'Élysée. Troisième idée, qui est presque un programme, Giscard veut rechercher des types de solutions susceptibles de convenir à 70% des Français. C'est le rôle d'un président, dit-il, de rechercher des solutions pouvant rassembler un consensus. Comme on peut le constater, l'ancien chef de l'État joue donc sur 2 tableaux. Il veut apparaître à la fois comme l'inspirateur de l'opposition et comme le futur rassembleur d'une grande majorité de Français. Un mot encore, on ne peut s'empêcher de remarquer également que la publication de cette interview dans l'Express coïncide avec la rentrée politique de Raymond Barre, ce soir sur Antenne 2, comme si Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas laisser son ancien Premier ministre apparaître comme le seul recours face à la gauche. Venons-en maintenant à la campagne des élections municipales proprement dites. Après Lionel Jospin pour le Parti socialiste, Jean Le Canuet pour l'UDF, c'est ce soir au tour de M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, d'être notre invité. L'ordre de ces invitations, je vous le rappelle, a été tiré au sort. Alors, M. Marchais, la première question, désormais classique, ces élections municipales, selon vous, vont-elles constituer un test pour la gauche et pour le gouvernement au pouvoir? Oui. Parce qu'elle revêt une double importance, l'élection municipale. D'abord, il s'agit évidemment de mettre en place une équipe municipale compétente, efficace, capable de gérer les intérêts des habitants de la ville de bonne façon. Il s'agit d'un choix politique, là, déjà, parce qu'il y a une gestion de droite et il y a une gestion de gauche, contrairement à ce qu'on dit parfois. Moi, je prends un seul exemple qui est significatif. Le problème de la formation professionnelle, par exemple. Le gouvernement a pris dans la dernière période toute une série de mesures pour permettre de donner à la jeunesse, et vous savez que c'est une grande préoccupation aussi pour les familles, une formation professionnelle adaptée à l'époque que nous vivons. Eh bien, la droite, RPR, UDF, qui rejette en bloc l'ensemble de la politique gouvernementale, l'ensemble de ces mesures, eh bien, ce ne sont pas ces gens-là qui mettront en application les décisions que nous avons prises pour donner une bonne formation à la jeunesse. Si on prend les problèmes de l'emploi, qui sont, par tous les sondages le montrent, au premier plan des préoccupations des électrices et des électeurs, je crois que le bilan, tout le monde admet maintenant, pas à droite évidemment, mais tous les gens honnêtes, sérieux, admettent que la casse de la politique giscardienne est encore beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. Les municipalités de gauche se sont toujours placées du côté des travailleurs et des syndicats pour défendre les entreprises. Et aujourd'hui qu'il existe des possibilités nouvelles pour les municipalités, des droits nouveaux, alors disons que nous serons encore plus efficaces pour l'emploi. Par conséquent, il s'agit
déjà sur ce plan d'un choix politique, droite-gauche. Et le deuxième aspect, alors, en réponse toujours à votre question, c'est que la droite ne cache pas qu'elle en fait un test politique. M. Le Canuet, hier soir, l'a dit ici même, à ma place. Il est clair que, spéculant sans aucun doute sur certaines désillusions qui peuvent exister, dans le cas où la gauche accuserait un recul, perdrait des municipalités, eh bien la droite en profiterait pour mettre en cause la politique nouvelle que nous avons mis en œuvre depuis mai-juin, et elle se servirait de ces élections comme d'un tremplin pour la reconquête éventuelle du pouvoir. Et quelles conclusions, à votre avis, le gouvernement devrait-il tirer d'un éventuel échec? Mais je crois qu'il y a un journal qui écrit aujourd'hui un éditorial qui est très intéressant, parce qu'il dit, dans l'hypothèse, c'est ce journal qui parle, hein, je ne veux pas lui faire de publicité, il dit, dans l'hypothèse d'un recul de la gauche et d'une avancée de la droite, le gouvernement devrait en tenir compte. Devrait, dit-il. C'est-à-dire qu'il devrait infléchir sa politique à droite. Je crois que ce journal se trompe absolument. Mais cet article est bien significatif de ce que pense la grande bourgeoisie française. Elle compte sur ces élections municipales pour empêcher la gauche de poursuivre la mise en œuvre de la politique voulue par les pays en mai-juin et qui déjà témoigne d'une efficacité dans différents domaines. Le premier secrétaire du Parti socialiste a estimé que la perte de 10 ou 15 villes par la gauche serait normale. Est-ce que vous êtes de son avis? Moi, je suis optimiste par nature. Alors, je pense que les conditions, si on fait ce qu'il faut, les conditions existent pour que la gauche conserve toutes ses positions. Je pense même que nous pouvons gagner quelques villes. Alors, naturellement, on voit bien, la spéculation, elle porte surtout sur l'abstention. Parce que la gauche a un bilan positif. Par exemple, les 10% d'inflation, eh bien, ce qui était un de nos objectifs, nous avons atteint, parce que nous sommes à 9,7%. Le chômage est bloqué, et il y a des réalisations que nous n'avons pas le temps d'examiner ce soir en détail. Mais il y a un bilan positif. Mais c'est vrai qu'il existe des mécontentements qui proviennent parfois de l'existence d'illusions, mais aussi qui proviennent du fait que nous avons trouvé une situation catastrophique. Alors, la droite spécule sur l'abstention, parce que, voyez-vous, moi je suis persuadé, il n'est pas un électeur de gauche qui a voté pour le succès de la gauche, qui a voté pour François Mitterrand, qui a voté pour la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, il n'est pas un seul de ces électeurs qui votera à droite. D'abord parce qu'ils savent le bilan de cette majorité pendant 23 ans, et d'autre part parce que cette droite, elle n'a pas de programme, ou plutôt elle en a un, c'est de casser, de détruire tout ce qui a été fait depuis mai-juin. Par conséquent, je ne crains pas que des électeurs de gauche votent à droite. Mais ce que l'on peut craindre, c'est que des électeurs de gauche se disent, d'ailleurs c'est le thème de la campagne de nos adversaires, c'est facile de dire bien, mais ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils avaient promis, vous êtes mécontents de certaines choses, alors abstenez-vous, et comme ça vous donnerez un coup de semonce à la gauche. Eh bien je dis, ça c'est un attrape-nigo, parce que ceux qui se laisseraient prendre là, ils feraient le jeu de la droite. Pour que la politique de la gauche soit poursuivie dans de bonnes conditions, il faut renforcer la gauche et faire des élections municipales un succès en consolidant toutes nos positions. Merci Monsieur Marchais. Lundi prochain, le président du RPR, Jacques Chirac, clôturera notre tournée d'invitation des chefs des grandes formations politiques à l'approche des municipales. Jacques Chirac est en ce moment aux États-Unis, après avoir rencontré hier son collègue, le maire de New York. Le maire de Paris a été reçu aujourd'hui à Washington par le président Reagan, et le président du RPR entend bien conforter au cours de ce séjour américain son image d'homme d'État. De Washington, Édouard Leurre. Première étape de la visite à Washington de Jacques Chirac, la Maison-Blanche. Mais contrairement à la tradition, la photo se fera à l'extérieur, sans micro, et non pas à l'intérieur du bureau ovale. Ronald Reagan a reçu d'abord le maire de Paris, même si la conversation a porté sur tous les sujets internationaux qui intéressent aussi bien les États-Unis que la France, donc Ronald Reagan, que Jacques Chirac. J'ai tenu à souligner l'importance que nous attachions
à l'effort nécessaire de solidarité entre les pays du monde libre, tant sur le plan économique que sur le plan politique et celui de la défense, mais qui exigeait naturellement de la part de nos alliés américains la nécessité d'une véritable concertation qui soit une consultation préalable avec leurs alliés européens avant que les grandes décisions ne soient prises, notamment dans le cadre du dialogue Est-Ouest. Monsieur Chirac, est-ce que le président, à titre d'information, vous a posé des questions sur la situation intérieure en France? Non, le président ne m'a posé aucune question sur la situation politique intérieure en France. Une mesure du climat politique intérieur en France, en tout cas en ce qui concerne la cote de popularité du chef de l'État et de son Premier ministre. D'après le sondage mensuel que publiera demain France ce soir, la cote de popularité de M. Mitterrand remonte de 2 points, 39% de satisfaits, 42% de mécontents. M. Mauroy gagne 3 points, 36% de satisfaits, 43% de mécontents. Revenons un moment à l'actualité diplomatique et aux efforts de Washington pour débloquer les négociations au Proche-Orient. Tandis qu'à Moscou, le président de l'OLP, Yasser Arafat, a reçu l'aval soviétique au projet d'une éventuelle confédération jordano-palestinienne, Washington a enfin réussi à convaincre Israël et le Liban de se mettre d'accord sur un ordre du jour pour leurs négociations. L'accord a été obtenu aujourd'hui lors d'une 6e séance. Après 3 semaines d'atermoiement, les négociations vont donc enfin pouvoir commencer. En bref encore, sachez qu'en Pologne, Lech Walesa a décidé de reprendre son travail. Il compte se présenter demain matin au chantier Lénine de Gdansk. Je retourne là d'où je suis venu, a-t-il déclaré dans un communiqué, parmi les gens qui m'ont fait confiance. En Turquie, le plus grand procès de masse jamais organisé depuis le coup d'État militaire de septembre 80 s'est ouvert hier à Amasya, dans le nord du pays. 759 personnes, presque toute la population d'un seul village, sont au banc des accusés pour avoir appartenu à une organisation d'extrême gauche qui, selon l'accusation, aurait semé la terreur dans la région. 260 inculpés risquent la mort. Le procès s'est poursuivi aujourd'hui dans la plus grande confusion. Fait divers étonnant à Memphis, aux États-Unis, 7 membres d'une secte religieuse qui s'était cloîtrée pour attendre la fin du monde en prenant en otage un policier, symbole du mal selon eux. 7 personnes donc et leur otage sont mortes dans un assaut que a fini par leur livrer la police. Inculpation à Agen du meurtrier présumé de Claude-Henri Mathey, ce militant antinucléaire découvert assassiné en décembre dernier, 1 mois après sa disparition. Il s'agit du directeur d'une société qu'il avait employée et qui aurait eu avec lui un différend professionnel et commercial. Et puis, rebondissement dans l'affaire du Coral, la femme du directeur du centre, toujours détenue à la prison de la Santé, Madame Marie Sigala, a été inculpée à son tour. Attention aux feux rouges, c'est l'avertissement du ministère des Transports à tous les automobilistes qui ont un peu trop tendance à ignorer la couleur et à griller les feux. Les policiers vont sévir en février, mais d'ici là, le ministère espère encourager les automobilistes à la sagesse. Il faut dire qu'ils en manquent souvent. Patrice Destrade a placé cet après-midi sa caméra à un endroit stratégique dans Paris. Le reste se passe de commentaires.
Les résultats du quartet qui s'est couru aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, un quartet historique dans l'ordre d'arrivée, vous le voyez, le 21, le 15, le 4 et le 17, et des rapports sans précédent, 1 798 328 francs pour 5 francs placés dans l'ordre. Il y a 14 heureux gagnants qui ont ainsi joué le bon ordre d'arrivée, dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 102 901 francs 50, et pour ceux qui ont joué le non partant, ils touchent plus de 50 000 francs, toujours pour 5 francs. Le temps demain, Philippe Dumez. Oui, eh bien vous savez, dans le Béarn, un dicton dit que pluie qui fume en tombant doit durer longtemps. Je ne sais pas si c'est scientifiquement très exact, mais en tout cas, je peux vous dire que jusqu'à lundi, il fera un temps très maussade. Pour demain matin, attention, tout l'intérieur, le bassin parisien et l'Est, eh bien, il y aura du verglas. Les routes seront donc très glissantes. Pour le reste de la journée, eh bien, les pluies se situeront plutôt dans le midi méditerranéen dans le courant de la matinée. Ces pluies ne seront pas très importantes. Elles seront suivies par un temps relativement variable et assez peu nuageux. Et ensuite, une nouvelle zone de pluie rentrera dans notre pays par le nord-ouest. Et attention, les vents, là, seront assez importants. À chaque fois qu'il pleuvra et qu'on atteindra les collines et les massifs montagneux, au-dessus de 1200 mètres, il y aura de la neige. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les skieurs pour le prochain week-end. Du côté des températures, eh bien, vous le voyez, elles sont toujours relativement douces, en fait, parce que le temps est assez humide et donc c'est en moyenne 7-8 degrés à peu près partout, un tout petit peu plus chaud sur la Méditerranée, mais rien de très important au point de vue température. Demain, le soleil se lève à 8h42 pour se coucher à 17h18 et c'est la fête des Nina. À 23h15, Claude Séraillon et Martine Laroche-Joubert vous présenteront notre dernier journal. Tout de suite, Raymond Barre et l'heure de vérité. À demain à 20h. Bonne soirée.